Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben, vous êtes en crise de couple, ça arrive à tous les couples de longue durée, pratiquement tous les couples traversent des crises plus ou moins graves, hein, parce que la personne qui déclenche la crise, si elle-même a déjà travaillé sur elle-même, tiens, on va dire bonjour au canard, allez, hop, il y a plein de canards, il y en a, hop, ils sont pas contents, ils sont en crise aussi. Donc si votre conjoint est relativement équilibré, s'il a fait un travail sur lui, sur elle avant la crise, eh bien ça se passe plutôt bien. Mais si votre conjoint effectivement avant la crise, eh bien il a jamais travaillé sur lui, sur elle, eh bien évidemment c'est un peu compliqué et la crise elle devient importante. Alors vous avez deux cas pour les couples de longue durée, deux cas de crise. Le premier c'est effectivement vous êtes toujours pour l'instant ensemble, c'est-à-dire que vous cohabitez. Et puis, il y a la deuxième solution, c'est votre conjoint est déjà parti, entre guillemets. C'est-à-dire que il a pris un appartement, une maison à côté. Peut-être qu'au début, vous ne connaissiez pas encore les pirates, vous avez commis des interdits, votre conjoint s'est un petit peu éloigné de vous. Et petit à petit, évidemment, il y a eu trop de conflits, vous avez mis trop de pression et votre conjoint est parti, pour l'instant, dans un autre endroit, pas très loin de chez vous, généralement. Et puis, il y a des pirates qui ont mis moins de pression, ou alors peut-être que tout simplement le conjoint n'avait pas le choix, et donc il y a une cohabitation. Donc aujourd'hui, on va parler de la partie cohabitation. Vous avez d'ailleurs une vidéo complète sur la cohabitation qui est sortie, comment vivre cette cohabitation. On est, du point de vue de votre conjoint, vous n'êtes plus en couple, de votre côté, vous savez, parce que vous êtes un pirate, que si vous faites ce qu'il faut, vous allez pouvoir passer en phase 4, en phase de grande intimité, évidemment. Mais ça, votre conjoint ne le sait pas. Donc, on cohabite et il y a des moments qui sont difficiles. On va aujourd'hui parler de tout ça. Alors, en coaching, d'ailleurs, vous me dites souvent, ce serait mieux si mon conjoint était parti parce que ça me permettrait de souffler. J'en ai marre de le voir enfermé dans sa chambre. J'en ai marre qu'il me prenne la tête. J'en ai marre de voir qu'il écrive au pansement. Et puis, ceux dont le conjoint est parti, pour l'instant, disent que ce serait bien s'il était déjà revenu, parce que oui, il y aurait des moments difficiles, mais au moins on pourrait discuter, badiner, comme dit le capitaine, on pourrait avoir des sujets, ce serait plus facile, parce que là, des fois, je l'appelle, il est avec passement, il ne me répond pas, bon, donc en réalité, on n'est jamais vraiment content de ce que l'on vit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment traiter les différentes problématiques quand on est toujours en cohabitation. Alors, vous verrez qu'il y a quand même des sujets où ils sont un peu communs avec mon conjoint, n'habite plus avec moi, des silences ou des disputes, des choses comme ça qui peuvent arriver même quand on se voit et qu'on n'habite pas ensemble, c'est possible. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, vous avez 280 formations, vous avez 6 formes de coaching que vous allez retrouver en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, vous avez le canal Telegram où je vous mets des pépites toute la journée, des textes, oui, je vous mets des textes, je vous mets des vidéos courtes pour continuer à vous donner la grinta, pour que vous puissiez mettre en application les formations et les coachings. Et bien sûr, vous avez cette formidable équipe de pirates que vous retrouvez en commentaire de ces vidéos et aussi sur le groupe Facebook, eh bien, qui vous aide à mettre en place les formations, les coachings. C'est souvent des pirates plus aguerris que vous, des personnes qui sont plus avancées que vous dans la crise, qui ont déjà avancé, qui sont parfois même revenus ensemble et qui viennent vous donner des conseils pour bien mettre en application les coachings et les formations, parce que c'est vrai que les coachings et les formations sont particulièrement puissants, mais c'est encore mieux si vous avez quelqu'un qui est là présent pour vous aider à mettre tout ça en application, c'est encore mieux. Voilà, donc on va aujourd'hui parler, effectivement, si j'ai un dernier petit point, si vous cliquez sur le lien qui est en affiché plus, vous aurez le catalogue des formations et des coachings, et vous aurez droit aussi, si vous ne l'avez pas encore eu, une formation best-of gratuite. Donc le matin, eh bien, je me promène avec vous comme ça, vous adorez, je vous apporte de la haute valeur, comme vous dites, et puis je vous fais profiter des paysages dans lesquels je suis, hein, parce que c'est important de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. Je vous conseille d'aller marcher parce que ça vous crée de l'endorphine, de la dopamine, de mettre une formation dans les oreilles et d'aller marcher dans la campagne quand vous le pouvez. Faire vos passions pendant la crise de votre conjoint, vous former bien sûr, mais quand même faire toute cette partie que vous allez pouvoir faire avec votre conjoint, c'est-à-dire plus tard des passions, de l'autonomie, de la liberté, ce que votre conjoint. Donc faites ce que le capitaine dit, et le capitaine il le fait aussi, c'est-à-dire qu'on va marcher, on parle ensemble, je vous donne ma grinta, j'ai préparé des notes,
On n'est pas fake, on n'est pas dans un faux studio avec un carton-pâte derrière. Nous, on est là, on est authentique, on fonctionne et c'est pour ça qu'il y a autant de résultats parce que vous êtes des bosseurs, vous mettez en application tout ce qu'on apprend dans la gestion de la crise de longue durée qui, certes, nous fait souffrir, mais qui est tout à fait normal. Donc pendant cette phase de cohabitation, parfois dans la journée, dans la soirée, dans le week-end, quand vous vous retrouvez ensemble, il y a des gestes, il y a des silences, il y a des portes fermées. Hein, votre conjoint s'est enfermé dans sa chambre parce que parfois symboliquement votre conjoint, on va le voir dans la vidéo, a choisi d'aller habiter dans le bureau, de dormir avec les enfants, de dormir sur le canapé. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est symbolique et c'est pas anecdotique. Hein. Le symbole, c'est pas du tout anecdotique dans la vie de l'être humain. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo des portes d'entrée qui vont vous amener vers la formation cohabitation, qui vont permettre de mieux gérer la cohabitation, puisque c'est quelque chose de complexe. Si vous savez bien gérer cette cohabitation, vous allez transformer votre crise, qui est souvent considérée au début, avant d'arriver sur cette chaîne, comme une impasse, un grand malheur. Finalement, ça va devenir une opportunité de croissance dans laquelle vous allez vraiment vous régaler, la phase 4. Donc, commençons par un classique redoutable de la phase de cohabitation, c'est le silence. C'est-à-dire que votre conjoint ne vous parle pas, ou très peu, ou vous dit que quelques mots. C'est un silence qui est lourd, qui est épais. Vous me dites, finalement, c'est dur pour vous parce que c'est une chape de plomb, hein, vous me le dites en coaching, c'est même pas une absence de mots. On sent comme du mépris, on sent comme je m'en fous, j'en ai rien à faire de toi, ce que tu fais ne m'intéresse pas, et ça fait mal. Donc vous ressentez, ce que vous dites en coaching, en tout cas, une tension, bien évidemment, mais aussi une hostilité. C'est une hostilité qui est importante parce qu'elle est passive. On a peut-être la peur, hein, la peur panique de dire le mot de trop qui mettra le feu aux poudres. Donc du coup, on ne dit plus grand-chose. Hein, on ne sait plus quoi dire, on n'a plus envie de dire grand-chose. Donc on se sent ignoré, rejeté. On n'a plus d'audace et donc la situation s'enferme jusqu'à ce qu'on devienne pirate et qu'on se forme évidemment, puisqu'on voit aussi des pirates qui disent « moi aussi, comme j'ai peur, je me suis muré hein, en espérant finalement que l'autre va comprendre que si je fais la gueule, c'est que j'ai envie de parler. » C'est pas très logique, mais souvent on me dit ça. Je boude pour montrer à l'autre que je suis pas content et que j'ai envie qu'on parle et qu'il comprenne et qu'il m'a fait mal. Ouais, si on veut parler et qu'on boude, c'est pas très logique. Mais bon, c'est des réflexes que l'on a, des défenses que l'on a. Donc finalement, le symbole de le silence de votre conjoint il est symbolique, il vous fait très mal. Hein, si on dépasse un peu la surface, eh bien on va voir que souvent le silence pour vous c'est un symbole de blocage profond chez vous et chez votre conjoint. Et donc finalement, il faut bien vous dire que souvent le silence de votre conjoint, il faut l'interpréter comme ça, c'est une difficulté, une incapacité à formuler sa souffrance. Vous voyez, quelqu'un qui souffre pas, qui est bien, moi je suis bien avec vous, je prends ma caméra, je vais marcher dans les champs, on se parle, on rigole ensemble, je vous apporte de la haute valeur, je vous donne la grinta pour mettre en place les formations. Bref, quand on n'est pas déprimé, quand on souffre pas, on communique. Quand on se mure, c'est qu'on souffre ou qu'on a peur de souffrir. Peut-être que vous avez fait souffrir votre conjoint, hein, ça, de son point de vue, c'est possible. Pendant la phase de sécurisation, de toute façon, il y a souvent de ça. Il y a « oh là là, je ne fais pas ce qu'il faut, oh là là, il y a les enfants, oh là là, il y a la maison », et c'est pas très fun. Donc votre conjoint, souvent, s'il est dans le silence, c'est qu'il va formuler une forme de souffrance. Cette forme de souffrance peut symboliser un besoin de réflexion personnelle. Hein. Je sais plus où j'en suis, donc j'ai besoin de réfléchir. Donc je réfléchis, mais c'est peut-être aussi un repli stratégique pour éviter une blessure supplémentaire, c'est-à-dire de prendre encore des remarques. T'étais où? Tu faisais quoi? Pourquoi tu dis ça? Oui, tu dis ça, mais tu me laisses tomber. Enfin oui, c'est ces souffrances qu'on peut avoir. Donc finalement, c'est aussi le silence de votre conjoint une forme de contrôle passif et d'une forme de punition. Quand quelqu'un boude, par exemple, c'est une forme de punition. Tu m'as fait souffrir, je te punis, je boude, en espérant que tu vas venir essayer de réparer les choses. Donc finalement, le silence, c'est bizarre, mais c'est un langage en soi, un langage du manque ou de la défense. Quel récit, finalement, sous-tend ce silence? Eh bien, en explorant votre histoire récente, vous pouvez dire qu'est-ce qui a finalement fait qu'aujourd'hui, mon conjoint ne me parle plus. Et dans le silence, on me répond à peine juste pour le quotidien. Et on remonte le film, finalement. Et si souvent on se trouve bloqué, parce que vous me dites, mon conjoint m'a bloqué partout.
sur tous les réseaux, ben c'est certainement que votre conjoint s'est senti en danger et que votre conjoint a eu du mal effectivement à comprendre que vous aviez changé ou que vous pouviez changer, vous l'avez trop fait souffrir, donc il se protège comme ça par ce silence. Donc c'est aussi parfois une accumulation, c'est peut-être pas quelque chose de très grave que vous avez fait, c'est pas un truc très important, mais possiblement hein, c'est une accumulation de micro déceptions finalement qu'a vécu votre conjoint avec vous. Et finalement, tout ça a entraîné la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la goutte d'eau par goutte d'eau, une frustration, des micro-frustrations qui sont transformées en grosses frustrations. Et puis, vous le savez aussi, parfois, une fatigue émotionnelle liée à la fatigue du cortisol qui s'est emparé de votre conjoint au fur et à mesure de la crise. Donc, le dialogue peut sembler impossible maintenant, mais c'est pas parce que votre conjoint vous ignore maintenant que c'est perdu. Une fois que vous allez avoir compris pourquoi votre conjoint se mure dans ce silence, pourquoi il vous répond à peine, quels sont ses besoins qui ne sont pas assouvis, qu'est-ce qui lui manque, eh bien vous aurez, avec la compréhension du récit, même si c'est un silence, c'est un récit, vous allez voir quel est le besoin, vous essayez de comprendre quel est le besoin et quelles sont les erreurs que vous avez pu faire de la part de votre conjoint. Hein, c'est toujours du point de vue de votre conjoint. Quand je vous dis vous l'avez fait beaucoup souffrir, c'est du point de vue de votre conjoint. Vous me direz mais non, mais moi j'ai tout fait, j'ai pas fait grand chose, si une fois machin. Mais du point de vue de votre conjoint, il faut toujours parler du point de vue du conjoint pour comprendre pourquoi il fait comme ça. De votre point de vue, il n'aurait pas à le faire, mais du point de vue de votre conjoint, il a raison de le faire. Donc on essaye de comprendre pour agir, pour changer le récit, parce que changer le récit c'est important. Donc finalement, le but, c'est pas de forcer votre conjoint à parler à tout prix, mais peut-être d'abord de reconnaître le poids de ce silence. On peut d'ailleurs le valoriser en disant du type, ben, je vois que tu as besoin de réfléchir en ce moment, c'est tout à ton honneur. D'ailleurs, moi aussi, je vais me balader un petit peu. Voilà, je vais marcher. On ne dit pas, je vais mettre les formations du capitaine dans les oreilles, ou je vais voir les vidéos du capitaine pour marcher avec lui dans les champs. Non, je vais réfléchir moi aussi. Et finalement, petit à petit, vous allez pouvoir introduire une communication plus légère, différente, avec des mots précis, quand la tension sera retombée, peut-être des espaces d'attente un peu plus constructifs, recréer des ponts même fragiles, peut-être un sourire, enfin vous voyez, des choses tout à fait légères, mais surtout pas forcées à transgresser comment on appelle ça, le silence. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui vous fait souffrir, vous me le dites souvent en coaching, c'est faire chambre séparée. Alors, il y a des milliers de couples qui marchent très bien et qui font chambre séparée. Mais quand on a toujours dormi ensemble et que tout d'un coup, votre conjoint vous dit « mais moi, je veux plus dormir avec toi », il y a plusieurs raisons à ça. Alors, souvent, c'est pour rester une forme de fidélité à son pansement ou le pansement qui a mis la pression en disant « comment ça, tu dors encore avec ton conjoint ?» Donc, votre conjoint ment à son pansement, il dit mais non mais il se passe rien avec ma femme, avec mon mari, on dort même plus ensemble, c'est juste pour les enfants, parce que je veux pas faire de mal aux enfants, donc ils mentent beaucoup. Si vous faites l'amour avec votre conjoint, ce qui arrive quand même assez souvent dans les crises, si vous faites ce qu'il faut, hein, si vous avez appris à raviver le désir chez votre conjoint, évidemment, vous aurez aussi du sexe également. Voilà, ça arrive souvent pendant la crise, même quand il y a un pansement. Alors, hein, moi je vous force pas, vous faites ce que vous voulez, vous avez souvent peur des MST, et je vous comprends, donc ça c'est vous face à vous, mais en tout cas, si vous voulez vous rapprocher de votre conjoint, eh bien on se rapproche au fur et à mesure de ce qui comme on nous fera en phase 4. Donc en phase 4, on fera l'amour, on aura des sujets de badinage, on partira en week-end avec des amis, on recevra des amis à la maison, on ira chez des amis. Donc on essaye déjà de se positionner dans un tempérament et dans des actions type phase 4 pour nous rapprocher. Votre conjoint, effectivement, lui, va peut-être dormir dans des pièces séparées. C'est une décision qui, souvent d'ailleurs, est prise au feu de l'action, hein, après une accumulation de tension. Ça va marquer une rupture physique qui est évidente et qui vous fait du mal. Souvent, vous me dites au début du coaching, enfin dans le coaching au départ, mon conjoint un jour, il a dit je dormirai plus avec toi puisque je préfère dormir ailleurs, etc. Et souvent, quand on rembobine le film, on voit qu'il y a une tension juste avant, qu'il s'est passé quelque chose. Alors des fois, c'est une tension avec pansement. Mais souvent, c'est une tension avec vous. Parce que la nuit avant, vous êtes engueulé dans la chambre, vous avez mis de la pression. Ou aujourd'hui, vous avez demandé où était la personne. Donc, c'est souvent une réaction à quelque chose. De toute façon, pendant une crise de couple, hein, toutes les décisions sont souvent des réactions. Donc,
dormir dans la pièce séparée, ça va faire mal. C'est évidemment vécu chez vous comme un soulagement temporaire, ben non, au contraire, c'est d'une tension de plus. Votre conjoint, oui, en revanche, il a un soulagement temporaire. Il peut dire à pansement que vous dormez plus ensemble, mais ce n'est pas du tout un signe avant-coureur d'une séparation définitive, mais c'est plutôt, pour votre conjoint en tout cas, une mise à distance émotionnelle, puisque vous savez que votre conjoint va vous dire souvent, j'ai trop de pression, hein, tu me mets trop la pression, en tout cas, il le dit à ses amis, ou il me le dit en coaching quand j'ai des personnes qui sont en crise existentielle et qui viennent faire des coachings avec moi, c'est à peu près 20% des personnes, 80% de mes coachings, c'est vous qui voulez récupérer votre couple pour passer en phase 4. Donc le lit conjugal, évidemment, c'est un symbole puissant hein, d'intimité, d'union, de vulnérabilité partagée, de plaisir aussi. Donc le quitter pour une autre pièce, ça peut symboliser pour vous en tout cas comme une rupture finalement de cette union. Pour votre conjoint, c'est peut-être un moyen d'avoir un peu plus de calme, d'autonomie et de se protéger pour votre conjoint de la proximité qui est parfois pour votre conjoint devenue douloureuse, conflictuelle, parce que quand vous êtes un bébé pirate et que vous faites beaucoup d'interdits, sans le savoir, vous mettez beaucoup de pression. Donc votre conjoint veut s'éloigner pour non pas ériger une frontière physique, mais plutôt une frontière émotionnelle finalement, pour avoir moins de pression, pour pouvoir se ressourcer. Et il faut se le dire aussi parfois pour pouvoir textoter avec pansement au bout de la nuit, hein, comme des ados. Donc cette séparation nocturne, elle s'inscrit dans le récit du couple évidemment, mais elle s'inscrit dans le récit du couple non pas comme une future séparation physique, mais vous devez le prendre comme un besoin de diminution de connexion ou de conflit émotionnel de votre conjoint. Pour vous, vous pouvez le voir comme une punition. C'est rarement votre conjoint le met comme une punition, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que comme du point de vue de votre conjoint, vous avez été trop lourde, trop insistante, ben vous punit comme certaines personnes font des bouderies. Les femmes font souvent des bouderies. Les hommes aussi, plus souvent les femmes, bon, c'est pas. Les hommes ont d'autres travers, mais c'est souvent une punition. Donc la bouderie, c'est une punition, et aller dormir ailleurs, c'est une punition parce que tu me saoules et on se dispute trop, j'ai besoin de dormir et tu me stresses, etc. Donc le nouveau récit va intégrer une étape comme une pause nécessaire, hein, c'est juste pour souffler un petit peu, et avant de revenir ensemble quand on sera en phase 4. Il faut que vous voyez le récit comme ceci de la personne qui va dormir ailleurs, qui va dormir sur le canapé, juste parce qu'elle a besoin de bien dormir, de respirer, de réfléchir, et de diminuer les confrontations directes, évidemment. Donc ne vous racontez pas l'histoire que c'est le début de la fin, qui va sceller la distance. Au contraire, hein, cet éloignement, ça peut être une source pour souffler, reprendre son souffle, reprendre son énergie, bien dormir et repartir. Donc en réalité, vous faites le récit que vous voulez de votre histoire avec votre conjoint. C'est soit le récit, c'est il m'a dit qu'il m'aimait plus, donc c'est mort, et en plus Tati Janine, elle m'a dit que les hommes ne revenaient pas ou que les femmes ne revenaient pas, ou je sais pas. Vous pouvez inventer ce récit qui n'est pas juste, ou que tous les couples traversent des crises de couple de longue durée évidemment, hein, comme la bourse, comme l'immobilier, comme les entreprises. Il y a toujours des crises qui ne sont pas faites pour détruire la bourse ou l'immobilier ou le climat, mais qui sont faits pour réguler, hein, pour avoir des opportunités de croissance derrière, pour être encore plus fort. Eh bien vous êtes plutôt dans ce récit-là. Ce n'est pas parce que on est en cohabitation et que mon conjoint va dormir dans le lit à côté que on va se séparer. Donc c'est vous qui déterminerez le récit. Et souvent quand vous arrivez, vous dites capitaine, est-ce que c'est mort, mon conjoint machin, mon conjoint dit qu'il ne reviendrait pas, mes parents ont dit qu'on laisse tomber, mes amis ont dit que je sais pas quoi. Donc vous absorbez le récit de tout le monde. Eh bien la bonne solution, c'est d'absorber votre récit. Tous les couples sont en crise un jour. Certains savent gérer la crise si l'un des deux sait la gérer. Si aucun des deux ne sait la gérer, eh bien on peut aller jusqu'à la séparation. Et dans la crise de couple, parfois on se sépare ponctuellement, il y en a un qui prend un appartement, une maison ailleurs. Il y a un pansement généralement pour diminuer la souffrance, et si on reste ensemble, il y a des chances que pendant un certain temps, il y en a un qui dorme sur le canapé ou dans le bureau. Voilà. Une fois que vous avez ce récit-là, c'est un récit qui est extrêmement positif. Mais il faut bien avouer effectivement que ça fait du mal au début, hein, quand votre conjoint va dormir ailleurs. Donc vous vous mettez bien dans la tête que le fait que votre conjoint aille dormir ailleurs, c'est temporaire et c'est encadré, et la réintégration sera progressive dans le même espace, et
cette réconciliation, parce que de temps en temps, vous dormirez ensemble, parce qu'il y a des amis qui viennent à la maison, parce qu'il y a des parents, des fois, parce que vous aurez fait du sexe et que vous dormirez encore ensemble, eh bien, tout ça sera des pas vers la construction et vers l'intimité. Si la séparation, c'est le symptôme de la fin de la phase de sécurisation, vous pouvez transformer la séparation définitive avec la séparation de la phase de sécurisation. C'est-à-dire que vous vous séparez la relation de sécurisation, sécurité, la phase 2 est terminée, vous êtes en phase 3 et vous allez passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. Si vous avez ce récit-là, qui est souvent le plus juste pour, enfin, celui qui arrive pour les pirates qui ont réussi à passer en phase 4, ils ont fini la phase 2, ils ont vécu la phase d'exploration, le conjoint est parti où il y a eu, on n'a plus dormi ensemble, etc. Et puis on a fini par se retrouver à mettre en application les coachings, les formations, en se faisant aider par les autres pirates. Ça, c'est le récit que vous avez, c'est le récit des personnes qui réussissent, et il y a des personnes qui abandonnent aussi en cours de route parce qu'ils n'ont pas le bon récit, certainement, ils disent « Ah ben oui, mais de toute façon, tout le monde divorce, et puis mon conjoint est trop difficile, et puis j'aurai pas la force, et puis et puis j'ai pas les moyens, et puis je sais pas quoi ». Et là, on se retrouve seul pendant plusieurs années, à payer des sommes astronomiques de séparation avec les avocats, etc. Et on souffre pendant des années. Donc votre récit, c'est tous les couples. Tiens, on va regarder un peu le paysage. J'aime bien là ici. Tous les couples traversent des crises. Ça, c'est le premier point. Les crises sont gérables. Ça, c'est le deuxième point. Et si on sait gérer correctement la crise, eh bien, petit à petit, on va pouvoir se rapprocher du conjoint. Voilà, donc si vous êtes en phase de cohabitation, ça peut arriver, on peut être en difficulté, c'est vrai, mais par le travail et avec l'aide des autres pirates, oui, on peut y arriver. Et si vous y arrivez, ben, on sera très heureux et vous pourrez continuer à venir témoigner ici. Vous avez sur cette chaîne des milliers de témoignages de pirates qui sont revenus ensemble. Vous avez tous les jours des micros avancés qui sont expliqués sur le groupe Facebook par des pirates plus avancés que vous. Donc oui, vous aussi, vous pouvez le faire. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, on en parle tous les jours, notamment dans les lives, je vous fais des lives régulièrement très longs, vous pouvez discuter avec les autres pirates, vous pouvez me poser des questions, et je continue à vous faire des valeurs ajoutées. Ce matin, c'était une vidéo différente en marchant, bouffée par les moustiques, mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés, on se retrouve pour les formations et les coachings, et on se retrouve sur Facebook pour les mettre en application. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Les moustiques, non, mais vous, oui.